Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour tout le monde, ravi de vous avoir encore une fois sur Money Tree aujourd'hui pour cet épisode dans lequel je reçois Adrien Giraud. Salut Adrien, Salut, comment tu ça vas? va? Ouais, Ouais, très bien cette nouvelle année. impeccable. Écoute, tu as raison de le préciser, c'est la nouvelle année, donc on souhaite encore une fois une bonne année à tout le monde, à tous les auditeurs qui nous écoutent. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Ça allait de ton côté, Adrien? C'est bien passé? Ah bah écoute, super. Maintenant, je me prépare psychologiquement pour l'année 2023 qui, pour les investisseurs, risque d'être un peu mouvementée. Exactement, c'est vrai. On va pouvoir s'en parler d'ailleurs, hein, de ta vision des choses. Effectivement, toi qui investis quand même depuis pas mal d'années, ta vision des choses sur 2023, on s'en parlera tout à l'heure avec grand plaisir. En tout cas, Ouais, je suis content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Alors, premièrement, parce que déjà, tu fais partie des auteurs que j'ai lus, de bouquins sur l'immobilier que j'ai lus. Donc, merci. on en parlera après, notamment sur tes deux ouvrages autour de l'immobilier. Tu fais partie aussi des gens dont je partage la vision des choses, ce qui est pas forcément commun, puisqu'on voit quand même beaucoup d'écoles à cash flow, etc., sur Internet et autres réseaux, et même dans les bouquins. Et c'est vrai que je trouve qu'on a un point commun là-dedans, c'est qu'on aime aussi le patrimoine et on aime créer du patrimoine Ouais. au-delà de générer du cash flow. On pourra s'en parler. Et puis aussi, t'es pas forcément très visible aussi sur tes interventions, podcasts, etc. et autres. Et donc, je suis très content de t'avoir et d'avoir un peu cette exclusivité, presque. C'est vrai que c'est un peu rare. Mon temps est toujours un peu compté aussi, mais ravi de partager. Enfin, en tout cas, je suis toujours prêt à donner des conseils. C'est vrai que souvent les gens n'osent pas demander ou poser des questions, alors que je pense que quand on est investisseur, on est toujours prêt à partager euh, plein d'astuces finalement. Enfin, il y a pas forcément de secret. Moi, je suis toujours open, donc je suis ravi d'être là en tout cas. Bon, ben, très bien. Écoute, je pense qu'on va partager pas mal de valeurs dans cet épisode, vu la teneur de ton parcours. Donc ça, c'est très chouette. Et transition toute faite, est-ce que tu peux, du coup, commencer par te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas? Donc, j'ai bientôt 43 ans, j'habite à Nantes, j'ai 3 enfants, hem je suis investisseur depuis l'âge de 18 ans. Donc j'ai commencé, on va dire, relativement tôt, hein. Je sais pas si je connais très peu de personnes qui ont commencé à investir aussitôt. C'est très tôt, ouais. Bon, ça c'est une de mes grandes expressions, c'est: «Les chiens ne font pas des chats». Mes parents étaient investisseurs, donc je pense que ça pousse quand même pour que je le fasse. Enfin, à ce moment-là, ça a été mon premier investissement. Même tous mes copains me disaient: «Bah attends, ça n'a pas de sens». Donc j'ai commencé très tôt par une super OP qui vraiment m'a donné le déclic pour continuer. J'ai acheté une maison à rénover pour faire ma résidence principale que j'ai revendue et j'ai fait une grosse plus-value, enfin, qui était autour de 100 000 euros. Donc à 18 ans, on se dit, enfin, il y a un véritable déclic. Et suite à ça, vraiment, je me suis imprégné, parce que je connaissais vraiment peu l'investissement dans euh, tous les paramètres qui régissent tout ça. Et je me suis vraiment mis à fond dedans et j'ai investi non-stop d'ailleurs depuis, en faisant beaucoup d'erreurs parce que je m'étais pas mon point fort, on va dire, c'était pas la compta, fiscalité et tout ça. Alors qu'en fait, c'est un des points les plus intéressants, c'est vraiment quand on commence à investir, se dire attends, sous quel régime se fait ça, quels sont les impôts en face et tout ça. Mais je pense que je suis un passionné, enfin, c'est ce qui fait qu'on peut durer sur le long terme parce que
l'immobilier, ça se fait pas, ça se fait pas sur, c'est vraiment des temps longs, on va dire. Ouais, c'est ça, ça demande pas mal, effectivement de résilience pour durer sur la longueur, quoi. Parce que oui, Ouais. oui, il suffit pas d'acheter un appart et de penser que ça va rouler tout seul et ça, je pense que tu es bien placé pour nous en parler, quoi. Bah, il y a des ajustements à faire. J'ai fait, aujourd'hui, j'ai vraiment, enfin, toutes les stratégies évoluent, mais vraiment, je me suis focalisé sur vraiment faire des biens que les gens veulent. La désirabilité, ça pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il faut être focus, plus que trouver l'immeuble mais sans balcon ou moins bien placé, où je vais vraiment avoir du cash flow, mais où je vais me retrouver à avoir un turnover ou une valorisation qui est pas forcément corrélée à l'effort qui est mis dans l'investissement. Et ça, j'ai fait l'erreur d'aller sur des biens qui étaient trop sous-cotés, mais si un bien qui est sous-coté, souvent, c'est qu'il est moins bien placé ou on s'en rend pas compte et j'ai eu du turnover, j'ai été obligé de revendre quelques biens en cours de route pour vraiment me focaliser que sur là je fais que vraiment du top. Enfin, en tout cas, j'essaie. De la Je pourrais valeur jamais sûre. avoir. Ouais. La valeur sûre, maison avec terrain, moi, j'ai plusieurs. Alors, je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais enfin, j'ai plusieurs stratégies, on va dire, en parallèle. Euh, on va dire, j'investis à titre perso pour faire du déficit foncier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts et bien comprendre les tenants et les aboutissants. Mais c'est relativement puissant en économie d'impôt et si on arrive à faire suffisamment de travaux, ça peut être vraiment intéressant. Je Et pense tous que les c'est bien biens. qu'on s'y arrête avant que tu nous parles de tes autres stratégies qui sont complémentaires, du coup. Oui, Qu'on s'arrête sur cette stratégie sur laquelle tu as démarré, je pense, justement, c'est la première que tu as utilisée, du déficit foncier, rattaché notamment à la location nue, parce qu'on parle souvent de location meublée. oui. Et là, du coup, on est carrément à l'opposé, puisqu'on est dans du bail nu, avec des conditions, etc., fiscales qui sont complètement différentes, quoi. Alors en fait, on peut gommer. Alors avec le déficit foncier, je donne les grandes lignes parce que c'est toujours un peu, on va dire à chacun de vraiment mieux approfondir après. Mais on peut gommer ses loyers en, en, en amortissant des travaux qui sont faits dans l'année. Ça veut dire, on a 10 000 euros de loyer, on fait 10 000 euros de travaux, on annule les loyers. Si on fait plus de travaux, c'est-à-dire si on peut déduire sur son revenu fiscal de référence 10 700 euros. Ça veut dire qu'on peut non seulement gommer ses loyers, mais en plus réduire son taux marginal d'imposition à hauteur de 10 700. C'est-à-dire quand on est dans une tranche autour de 40, ça fait tout de suite 4 000 euros de gagné. Donc on est vraiment, c'est plutôt intéressant. Là où le bas blesse, c'est vraiment où faut surveiller son fameux montant de travaux, parce que s'il y a une année où on n'en fait pas, on paye des impôts sur les loyers euh, dans sa tranche marginale d'imposition. C'est ce qu'on appelle le cash squeeze, ce qui m'est arrivé, et c'est pour ça que maintenant je suis vraiment méfiant, parce que le déficit foncier, il faut vraiment partir du principe qu'il faut beaucoup de travaux. En rénovation. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de travaux, là c'est intéressant. Moi, quand je tombe sur un bien de ce type-là, typiquement une maison où il y a tout à refaire, là, j'ai acheté le dernier truc que j'ai rénové. J'ai dû faire 80 000 euros de travaux dans une maison que j'ai acheté 100 000 euros. Ok. Là, c'est intéressant. Donc tout de suite, je sais que je vais faire du déficit foncier avec. Parce que j'ai besoin de redéduire au fur et à mesure sur les anciennes maisons que j'ai qui sont déjà amorties. Et là où le bas blesse, c'est quand la banque ne suit plus. Parce que il faut toujours réacheter une maison ou autre pour faire des travaux. Et on se retrouve, quand la banque ne veut plus prêter, à ne plus pouvoir faire de travaux parce qu'on n'a pas pu acheter. Et donc, c'est là où, dès que la mécanique s'arrête, où ça peut s'emballer et devenir assez toxique.
Donc Parce que faut vraiment. tes 80, pardon, je te coupe, tes 80 000 euros de travaux là, dont tu parles, par exemple, sur la dernière maison, eux, ils sont reportables pendant combien d'années, donc à concurrence de 10 700 par an? Alors, c'est l'année où tu payes les travaux, tu peux déduire les 10 700 de ton taux marginal d'imposition. Et le C'est-à-dire, reste, tu peux le reporter? oui. Ouais, Et en fait, moi, en général, je m'arrange toujours, enfin, en même temps, je fais toujours des travaux pour avoir les 10 700 tous les ans. toujours minimum Euh, chaque année. OK. voilà. Quitte à avoir, souvent, j'ai des biens où je suis à cheval sur 2 années. C'est-à-dire que tu payes une facture en décembre, une facture en janvier, tu vas déduire 10 700, enfin, tes travaux plus 10 700 et les travaux et 10 700 l'année d'après. Et tout ce qui est en surplus, vient en déduction. Je crois que tu peux reporter ça, enfin tu peux repousser ça sur une dizaine d'années, mais bon, ça va relativement vite. Enfin moi je sais plus combien il me faut par an, mais je crois que c'est 100 ou 120 000 de travaux, donc je sais plus exactement combien d'années je peux reporter, mais je me suis jamais posé là-dessus parce que je sais que moi j'arrive juste à repousser d'un an, OK. OK, euh, OK. donc voilà. Après, la réflexion par rapport à ça, c'est peut-être un peu compliqué. Mais pour moi, aujourd'hui, après des années de pratique et de réflexion, je pense que ce qui peut être vraiment top, c'est d'acheter un bien, rénover, purger le fameux déficit, et quand le locataire s'en va, ou s'arranger avec son locataire, pour après passer en meublé. Et là, tu as une optimisation maximum du bien. Après, on est sur un certain niveau. Enfin, faut vraiment comprendre la fiscalité, c'est ce que je disais. Faut déjà discuter avec le locataire. Faut avoir un peu les reins solides si jamais le locataire veut pas le faire en attendant. Mais par contre, fiscalement, on est sur, à titre perso, on est sur un truc qui est le plus intéressant. Parce que tu passes après sur le meublé, et là, ça coche des cases. T'as pas un engagement du coup de minimum d'années de Trois location? ans. 3 ans? OK. 3 ans pour le déficit. Donc En fait, quand tu fais des travaux, enfin, les 3 ans, c'est très très vite passé. ouais, c'est une période, triennale de bail quoi. En fait, c'est une Voilà. période de bail. Mmh. Donc après, si on s'entend bien avec ses locataires, on peut aussi dire, bah attends, je veux passer en meublé en expliquant pourquoi ça s'entend, ou au changement le faire. Mais ça, enfin, j'essaie de préconiser ça, même si c'est un peu plus compliqué à faire, parce qu'on sort après du processus d'être obligé de faire des travaux. Mmh mh. Parce que est-ce qu'il faut conseiller aux gens d'acheter 10, 15, 20 maisons? Enfin, est-ce que tout le monde est capable de le faire? Est-ce que tout le monde a envie de le faire? C'est un autre sujet, quoi. Oui, parce que ce que tu dis, pour essayer de mettre un peu des images dessus, c'est-à-dire que l'avantage quand tu vas passer en meublé après, contrairement à si tu restais en nu, c'est que tu peux passer ton bien en amortissement, chose que tu peux pas faire en nu, puisque donc tu es on parle de LMNP au réel, hein, on est d'accord, hein, enfin Ouais, de location au meublé au réel, et donc du coup cet amortissement va venir lui contribuer à réduire finalement la fiscalité sur ces loyers, ouais, on va dire pour contrebalancer le fait que tu puisses plus déduire ces 10 700 euros par an, puisque du coup, tu plus dans le déficit foncier, quoi. et ça permet éventuellement, enfin, on va dire un investisseur classique peut faire 1, 2, 3, 4 maisons ou biens ou appartements. Ça permet aussi de dire, bah, j'arrête, euh, 4 ou 5 ans, j'ai un autre projet, et on n'a pas la fiscalité qui court. Enfin, voilà. C'est pour ça que je conseille pas toujours de faire ce que moi je mets en place. Vraiment, mon gros conseil, c'est de dire faut penser fiscalité, vraiment qu'est-ce que ça induit à chaque fois. Ça, il y a vraiment trop peu de gens qui s'intéressent à ça, mais c'est le nerf de la guerre. C'est vrai que quand tu es habitué à faire que du meublé, tu te poses pas trop la question. Mais dès qu'effectivement tu commences à racheter des biens, ou c'est en nu, ou que tu investis dans une maison, où effectivement c'est plus compliqué la location meublée de base, hein, après Mm. ça se discute comme tu dis avec des locataires. Effectivement, c'est des choses, souvent on en croise, hein, des gens qui sont pas forcément d'ailleurs investisseurs à la base dans le mindset, mais qui l'ont été malgré eux, qui ont investi, comme ça par opportunité, ou qui ont hérité de biens en location nue, Oui, et qui se tapent de la fiscalité dont finalement, ils ont pas forcément conscience, du fait oui. qu'ils pourraient l'éviter, quoi. Ouais. Ah mais je vois, enfin, on va dire tous les jours on m'appelle ou on me pose des questions là-dessus, mais je vois tellement de gens qui ont des maisons qui sont payées,
où ils payent plein pot d'impôts. Enfin, c'est hallucinant. Une fois qu'un bien est payé, ils pourraient se le revendre à eux-mêmes. Enfin, il y aurait Ouais, il y a plein de X choses à faire. méthodes, Mm. un truc de fou. Et le mec, non, il paye des impôts à fond dessus. Enfin, c'est juste énorme parce que les gens, ouais, mais c'est compliqué. Enfin, je pense que les gens veulent pas se casser la tête avec ça, mais c'est intéressant de comprendre aussi. Enfin, ce que Ouais, très. c'est une des erreurs que j'ai fait aussi de vraiment d'acheter. On proposait un truc, c'était intéressant, j'y allais. Euh, et vraiment un jour, je me suis dit, mais j'ai acheté des biens où il n'y avait pas de travaux, que j'ai loué en nu, enfin, des erreurs de débutant, mais parce que je m'étais pas intéressé à ça. Donc ça, bon, je recommencerai plus, je te promets. Très très juste, c'est bien, je compte sur toi. Parce que je vais veiller au grain. Mais donc ça, c'était ta première stratégie. Tu peux nous expliquer ce que, bah, justement, tu parlais de maison, quelle typologie de biens tu as pu acheter avec ça, dans quel type de ville aussi, et comment justement tu as amorcé tout ce patrimoine-là depuis tes 18 ans. Alors, déjà, j'ai déménagé, donc j'habitais dans une ville de 15 000 habitants jusqu'à mes 30 ans, on va dire à peu près. Où j'étais, alors moi j'avais une SCI avec mon banquier et un agent immobilier. Ouais, Et en gros, je me souviens de ça dans ton bouquin. dans la ville, on était en concurrence contre un autre investisseur qu'on connaissait. Donc on était un peu les rois du truc, c'est-à-dire s'il y avait un gros truc qui sortait, c'était lui ou nous. Donc même ça nous arrivait de nous appeler, de dire attends celui-là tu nous laisses ou Euh, sauf que c'était en fait patrimonialement, je crois que les prix de l'immobilier sont quasiment toujours identiques dans cette ville. Et euh, les aléas de la vie ont fait que j'ai déménagé à Nantes. Donc là où c'est vraiment différent sur plein de domaines. Mais en fait, comme j'habitais à Nantes, je me suis mis à investir à Nantes et beaucoup moins dans l'autre ville où j'étais. Euh, et là, j'ai compris aussi l'aspect patrimonial. Parce que Nantes, ça s'est valorisé. J'ai fait il y a 10 ans, il y a des choses que j'ai achetées. Enfin, euh, je sais plus, je crois que j'en parlais encore ce midi. On a acheté un studio 40 000 euros à Nantes. Enfin, aujourd'hui, ça paraît impossible. Alors que c'est même, mais on l'a vraiment fait parce que les prix ont doublé. Donc, je pense que tout l'aspect patrimonial, ça je pense que c'est ce qui est le plus puissant sur le long terme, plus que éventuellement le cash flow ou même si on peut faire aussi des investissements et du cash flow, mais c'est beaucoup plus compliqué sur des villes comme Nantes, enfin, voire impossible. Enfin, où j'ai quelques biens, j'ai quelques affaires où je cite ça dans le livre où c'était des choses un peu sorties du contexte ou des coups de bol. Je sais plus, la maison, j'ai acheté une maison 15 000 euros juste à côté de Nantes. Bon, c'était enfin un coup de chance. Je suis pas sûr que la chance soit. J'ai proposé d'acheter un bien à un voisin d'une maison que j'étais déjà en train de rénover. Donc, comme j'étais là et le mec avait confiance, je pense qu'il a eu confiance et euh, voilà, il y a des affaires comme ça qui sortent. Mais nous, tout ce qu'on a mis en place sur Nantes, c'est j'essaie de trouver maison, terrain, on va dire à un quart d'heure autour, du périphérique nantais. Autrement, appart avec balcon. Aujourd'hui, je pense que les gens veulent un extérieur. Ça, c'est plus négociable. Il y a éventuellement un studio. On peut éventuellement ne pas avoir de balcon sur un studio parce que c'est souvent étudiant ou jeune travailleur. Ça se loue. Mais autrement, moi, je loue le plus cher possible. Donc, il me faut absolument ce que tout le monde veut. C'est-à-dire, enfin, les gens veulent une terrasse, ils veulent vraiment ça. Donc, je me focalise vraiment là-dessus. Donc, ça, c'est un premier axe où on va dire tous les ans, j'achète une, deux maisons ou deux, trois apparts. Enfin, ça c'est un premier axe. Et après, j'investis dans des locaux commerciaux et locaux tertiaires.
Donc ça, après, j'ai une holding qui donc détient une SCI où j'investis avec ma femme, où on a acheté beaucoup de biens locaux tertiaires, on a acheté des antennes téléphones, on investit dans enfin, ce genre d'investissement-là, c'est moins patrimonial. Par contre, ça se paye beaucoup plus vite. Enfin, tout ce qui est pro, c'est 15 ans. Donc ça, c'est aussi un avantage énorme. Et à 15 ans, tu arrives à, du coup, parce que je me rappelle d'un truc dans ton bouquin que je partage. Hein, toi, dans tes critères de recherche que tu recherchais par rapport à, on va dire, à la comparaison cash flow, tu cherchais un autofinancement sur 20 ans, si je Ouais, ne me dis pas de bêtises. C'est ce qu'il y avait écrit dans ton livre. sur tout ce qui est maison, tu peux. Locaux pro, tu peux pas emprunter sur 20 ans. Oui, mais du coup, est-ce que tu arrives à être en autofinancement à 15 ans sur des locaux pro? Ouais. Ouais. Alors de toute façon, c'est un peu le nerf de la guerre. Et là, j'ai changé un peu de stratégie, on va dire, depuis un an. Tout ce que j'achète en pro, je fais 6 mois de différé. Parce que, bon, aujourd'hui, je pense que, enfin, j'ai fait le deuil on est obligé de mettre un apport. Hmm. Là, il n'y a plus trop le choix. Donc, en fait, en faisant 6 mois de différé, la banque, bien souvent, est OK. On récupère 3 mois de caution plus 6 mois de différé. J'arrive quasiment à récupérer l'apport que je mets dans le bien. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Et même si j'ai un petit différentiel, euh, là le dernier truc que j'ai fait, c'est quoi? Je crois que c'est des bureaux. Euh, j'ai dû acheter 400 000 euros. Donc 400 000, tu dois avoir 2005 de remboursement et j'ai 2003 de loyer. En ayant touché tout le différé et la caution, tu as du cash sur ta SCI avant de manger tout ce que tu as en différentiel, avec l'augmentation des loyers qui arrivent, en fait, tout ça, ça se gomme et ça se, ça se fait tout seul, en fait. Oui, sachant qu'en pro, en plus, tu vas refacturer absolument 100% des charges. Ouais. Donc du coup, effectivement, la comparaison cash flow brut, cash flow net, elle est différente, quoi, qu'avec l'habitation. Mm. Là, c'est pour ça. Je pense qu'aujourd'hui, l'habitation, on poursuit la stratégie, on va dire, pour faire le déficit et réduire la tranche marginale. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus les locaux pro où on avance, on va dire, plus fort. Donc j'ai une SCI avec ma femme et après j'ai plusieurs SCI. On va dire l'avantage de la holding, c'est qu'on a pris des parts dans d'autres SCI parce que nous on a un certain savoir-faire et on investit avec des personnes qui eux peuvent être un peu plus bankable parce qu'à un moment donné c'est que les banques doivent prêter et on est monté sur des opérations à plus d'1 million qui couvrent sur 15 ans. Là, les augmentations de loyer, euh, c'est de l'ordre de 3-4% cette année. Enfin, sur des loyers 5-6 000, c'est énorme. Enfin, Ouais, carrément, carrément. C'est l'avantage du local pro, effectivement. Et puis en face, tu as des pros, donc l'accueil d'une augmentation de loyer, c'est pas la même que sur un particulier qui euh, est. le locataire paye tout, mais vraiment, enfin, Ouais. je pense que ceux qui savent, euh, enfin, c'est énorme parce qu'il y a le fameux article 606. Donc un local pro, le propriétaire doit juste s'assurer que la structure tient. Donc ça, le propriétaire doit payer ces travaux-là, mais on va dire si le bâtiment est prêt à s'écrouler, ça paraît logique. La toiture, si elle est à refaire entièrement, c'est à la charge du propriétaire. Par contre, si jamais c'est uniquement l'entretien, une fuite ou tout ça, c'est aussi le locataire qui prend en charge. Donc des baux avec des grosses enseignes, c'est pour moi le truc rêvé parce que eux ils passaient en charge sur des grosses sociétés. Enfin, c'est un peu anecdotique pour eux et nous on est hyper sécure et ça m'intéresse vraiment. C'est plus les négos sur les durées, les durées de bail fermes et tout ça avec les. Il y a vraiment cette notion justement de signature, qui signe en face. Euh, et là, j'ai quelques gros deals en cours avec des enseignes nationales.
un 9 ans ferme, ça veut dire qu'on est 9 ans avec le loyer de rentrée. Ça, Ouais. c'est révolutionnaire. Et même s'il veut partir avant, il te doit le loyer jusqu'au bout, donc il y a toujours Ouais. des négos qui sont faites, puisque compte tenu de la vacance locative que tu peux avoir aussi entre 2 locataires pro, qui est quand même souvent plus importante qu'entre 2 locataires, perso, ça peut compenser une partie, quoi. Alors c'est beaucoup, enfin, alors voilà, c'est plus compliqué. Là, on va dire la vacance entre les deux. Alors là, j'ai du cas un peu spécifique sur deux dossiers en ce moment. Bon, en même temps, plus on a de biens, plus on a de cas. Euh, j'ai un local qu'on a acheté, on va dire, vraiment décoté parce que le locataire était moyen. Mais par contre, je sais que le bien, donc c'est un bien de 400 mètres carrés euh, qui était loué à un restaurateur. Et on savait que du jour au lendemain, il pouvait être liquidé. Et en fait, dès le premier du mois, si on n'a pas le loyer, on peut envoyer un commandement de payer. En fait, on peut lancer une procédure pour virer le locataire. Sauf que ça s'est passé au mois d'août. On était en vacances. Le premier du mois, le loyer n'est pas tombé. On s'en est pas rendu compte. Et ça a été mis en liquidation entre les deux. Ah ouais. Et là, voilà. Donc là, on est dans du cas compliqué. Euh, et on se retrouve, là c'est arrivé en août, on est en janvier, c'est toujours pas, enfin on va dire on a fini de solutionner, mais pas forcément comme on voulait car ça a été mis dans les mains du liquidateur. Voilà, et puis le liquidateur, il a ses intérêts à lui d'abord, après il a les intérêts de quelques créanciers qui gueulent plus que les autres. Voilà, voilà. Et voilà, ouais, ouais, c'est toujours comme ça. Et après, ce qui clôt le truc à chaque fois, c'est là, tout le monde a voulu le local. Ça veut dire, moi je voulais le récupérer en fait parce que c'est une maison, c'est pas là on va dire les locaux tertiaires, tout ce que je parlais avant, c'est plus du local en tôle dans une zone. Là c'est dans Nantes et en fait je voulais récupérer le local pour revendre à la découpe parce qu'en fait c'est une maison qui a été transformée. Et là, j'ai pas pu. Il a fallu, on a été un peu pieds et poings liés, on a reloué à quelqu'un d'autre. On a réussi à renégocier un peu le montant du loyer, mais on a été obligé de relouer. Bon, après, c'est que partie remise, mais moi, je voulais récupérer du cash pour réinvestir. Mais j'ai pas pu sur cette affaire-là. Parce que du coup, le liquidateur a trouvé un repreneur, c'est ça, du bail? Oui, ouais. Ouais, ah ouais, du coup, il a repris le bail, ok. Bon, écoute, c'est quand même une bonne chose aussi que le bail ait été repris, hein, malgré tout, hein. L'emplacement, Voilà. c'est Ça aide. Ah ouais, non, mais je partage totalement. L'emplacement, c'est pas que Stéphane Plaza qui peut le répéter 3 fois d'affilée, c'est la vérité. C'est Non, la mais vérité. c'est là où on se rend compte, on s'est fait contacter, les gens ont trouvé qui était propriétaire alors que c'était le liquidateur qui avait mis l'annonce. Enfin, les gens sont vraiment étaient tellement intéressés que nous on a eu des coups de téléphone, mais je dis là c'est pas moi qui décide. Enfin, ça a été un peu la foire pour récupérer le local. Et c'est un Donc restaurateur aussi qui a repris? ouais, Ouais. Donc il y avait déjà du matos en plus et tout. ah ben, il y avait tout. Ouais, il a racheté aussi le fond, quoi, qu'il y avait, enfin, parce que Voilà. ouais. Après, bon, c'est bien reloué, mais c'était pas le plan de départ, mais il faut savoir s'adapter, on va dire. Et c'est quoi les types de locaux commerciaux que tu as, du coup? Tu parlais de tôle, type, ouais, J'ai pas mal. entrepôt? Alors, on fait. Qu'est-ce qu'on a acheté? Alors, c'est plus. J'ai des dépôts, on va dire, pour des grossistes. Donc, c'est un peu mix vente logistique, genre du matos de plomberie. Alors, je citerai pas d'enseigne, mais genre CDO, tu vois. Mmh. Donc ça, j'en ai 4 ou 5 de ce type-là. OK. Après, des entreprises. Alors tu peux acheter, alors en périphérie nantaise, on a des locaux de 200-300 mètres carrés où il y a une entreprise de peinture, un plombier, ce type d'activité-là, où en fait ça peut être recyclé en tellement de choses que voilà, c'est plutôt, enfin, ça s'adapte bien. Et après, j'ai un peu de commerce. Après, je pense que commerce, c'est un autre job où j'ai peut-être pas rencontré encore suffisamment les bonnes personnes ou
Là, j'ai quelques commerces de centre-ville, mais je suis pas arrivé à me positionner sur de la grosse enseigne de magasins. Ok. Et les premiers que tu as là, qui sont effectivement type magasin de peinture, etc., c'est des choses que tu as acheté déjà louées ou que tu as fait construire ou que tu as acheté vide? Alors, on a fait de tout, mais on va dire principalement, je cherche avec locataire en place. J'ai plein de, enfin, on va dire des associés sur divers sujets. Donc dès qu'une affaire passe, on peut se positionner. Là, je suis en cours de finalisation pour un sujet où on construit. Vraiment, on a une demande de quelqu'un qu'on connaît, une grosse enseigne nationale, euh, qui veulent s'installer dans une ville, mais ils veulent le louer. Donc moi, j'ai déjà un local où je suis propriétaire, ils nous ont contactés pour qu'on construise pour eux. Donc là c'est plutôt intéressant parce que c'est 9 ans ferme aussi direct, mais il faut s'occuper de la construction avec potentiellement quand même des aléas. Hmm. Mais ça c'est pas mal. Mais principalement les plus gros trucs sur lesquels on s'est positionné, c'est quand même plus simple même pour aller à la banque de se positionner avec un locataire en place et déjà une belle signature et il est là depuis tant d'années, c'est quand même plus facile. Donc là, les propriétaires, ils te vendent de quoi? Ils te vendent une rentabilité. Le prix, il se décide comment? Ouais, c'est une renta. Ça veut dire aujourd'hui il y a tant de loyers. Enfin, de toute façon le calcul là il est pas trop compliqué. C'est on prend sur 15 ans, quelle signature il y a en face et surtout quel emplacement. C'est Hmm. demain. Moi, faut presque que je puisse répondre à la question. Si demain le locataire s'en va, faut presque que ce soit une bonne nouvelle. Ouais. C'est-à-dire, il va y avoir du monde derrière. Parce que des locaux, on peut en trouver, mais qui on remet, dans quel état c'est pas si simple. Enfin, faut vraiment se réfléchir plus long terme, quoi. Oui, puis le rendement que tu as à cet instant T, ça peut ne pas être celui de demain parce qu'effectivement, c'est juste une anomalie et que le locataire s'est emballé, il a signé un contrat de bail qu'il peut pas assumer aussi, et puis le jour où il part, comme tu dis, Voilà. personne va faire la même chose que lui, quoi. Là, c'est pareil. C'est des sujets en cours, mais un bâtiment là, je suis sur un bâtiment qui a à vendre 1 million, mais où la renta est juste. Par contre, le loyer est vraiment sous-coté et le locataire est super. Ouais. Ça veut dire là, ça coche plutôt toutes les cases parce que si le locataire reste, au pire, il va prendre des augmentes. Donc, on va dire horizon 3-4 ans. On va dire, je vais être à l'équilibre et lui, il va payer de toute façon les taxes et tout ça. Ou s'il s'en va, je pense que je peux pas doubler, mais je peux augmenter le loyer de 30%. Donc Ouais, ça, c'est bon, voilà, c'est pour ça. Mais comme c'est une bonne OP, je suis pas tout seul. ouais, je Ça- comprends. Je comprends. Faut aller lever de la dette. non, puis il y a de la concurrence, quoi. Ah, il y a la concurrence en face, tu dis. Ah Ouais, oui, je croyais ouais, pour ouais, acheter. Pardon. Ouais, ouais, ouais. ouais, il y a, Ouais. voilà, c'est parce que forcément l'enseigne est super, le lieu est bien. Enfin, quand tu te dis sur le papier c'est rêvé, donc bon, ça bataille un peu. Ouais, d'accord, je Mais comprends. on verra bien, hein. Enfin, le nombre d'affaires qui doivent se faire et qui tombent à l'eau et une autre qui repart. Enfin, je pense que c'est un peu le quotidien et toi, ça doit être pareil d'investisseur, hein. Enfin, Ah bah, c'est sûr qu'on peut pas tout avoir. Au début, c'est un peu frustrant. Après, on commence à s'y faire. Et puis après, on est conscient que c'est le quotidien, comme tu dis. Mais ouais, voilà. Ouais, non, non, c'est le jeu. Entre la concurrence, entre, comme tu dis, les financements qui se tendent aussi, le fait que des fois, bah, tu pensais pouvoir acheter, au final, tu peux pas. Donc, tu es obligé soit de t'associer avec quelqu'un d'autre pour acheter, comme tu le disais aussi. Euh, voilà, il y a toujours des aléas dans la vie d'un investisseur, d'un entrepreneur. Voilà. Enfin, toi, au-delà d'être investisseur, tu es entrepreneur, puisque il me semble que tu as repris aussi une boîte familiale quand tu étais oui, jeune. oui, Donc voilà, je pense qu'il y a l'investisseur effectivement qui n'est pas entrepreneur et qui va prendre des choses de manière totalement différente qu'un investisseur qui est plutôt entrepreneur, qui fait aussi ça comme un business à part entière. oui. Je pense que c'est ton cas. Et d'ailleurs, si tu veux bien nous parler du business aussi qui t'anime au quotidien.
Alors moi, j'ai une boîte, on va dire dans le bâtiment, donc forcément, ça arrange pas mal de choses pour les travaux ou pour, on va dire la réactivité, parce que en une visite, je sais ce qu'il faut faire. Ma femme est archi, donc euh, enfin, c'est vrai qu'on a vraiment tout le cocktail pour cartonner, parce que on coche toutes les cases. Enfin, ça, ça là-dessus, c'est sûr qu'on a le profil idéal investisseur. Euh, mais je fais pas, je scinde les deux. Pour moi, je fais pas de trucs gratos dans mes investissements. C'est-à-dire, Hmm. faut qu'une affaire soit rentable. Autrement, je la fais pas. Enfin, je dis pas, tiens, je vais faire 10 000 de travaux gratuits, comme ça va rentabiliser le truc. J'essaie de garder une ligne de conduite, justement pour pas dériver ou euh, pour pas aller sur des OP finalement qui seraient pas bonnes, mais en fait tu te voiles un peu la face. Donc j'essaie vraiment de scinder tout ça. Enfin, c'est deux entreprises différentes, quoi. Même si c'est complémentaire, hein. Enfin, Non, mais carrément, ça c'est plus que complémentaire, ça c'est sûr. oui, Mais oui. après, je comprends que tu fasses la part des choses parce que d'ailleurs, à contrario, j'ai vu aussi beaucoup d'entrepreneurs qui achetaient des locaux avec une SCI pour créer un peu de patrimoine, qui du coup mettaient un loyer phénoménal pour bah, compenser le fait qu'ils avaient acheté des locaux chers ou des choses comme ça. Et en fait, ça appauvrissait la boîte, quoi. Même à l'inverse, tu vois. Là, c'était même plus bénéfique pour eux au final, quoi. Il valait même mieux louer. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il faut faire vraiment, vraiment gaffe quand tu as un peu les deux pieds dans le même, finalement, dans le même bateau, quoi. Alors que le nerf de la guerre, c'est que la boîte tourne. Mm. Parce que les banques, là aujourd'hui, alors conjoncturellement, je pense 2023, on est en face quand même de plusieurs choses qui se combinent. Et aujourd'hui, les financements, je pense, vont être beaucoup plus compliqués à aller chercher. Donc la banque, elle regarde le dossier dans sa globalité, et ça, si la boîte tourne pas, je pense que les emprunts pour les OP à titre perso, ils suivront pas non plus, quoi. Enfin, parce que là, les taux, ça change quand même la donne au niveau investissement. Non, mais carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai déjà commencé à le ressentir effectivement depuis quelques mois. Ça se tend, ça peut se détendre un peu peut-être en début d'année, parce qu'effectivement en fin d'année, en plus, ils ont vraiment resserré quand même, en dehors des taux qui augmentent, ils ont quand même Mm. resserré aussi, parce que bon, les objectifs étaient faits, etc. Donc c'est vrai que c'était plus simple aussi de laisser voir venir. Peut-être ça va se redébloquer en début d'année, mais ce qui est certain, c'est que ce sera beaucoup plus difficile. Donc du coup, il y aura moins de concurrence. Parce qu'on on Oui, revient à ce que tu disais tout à l'heure, il y aura aussi peut-être moins de concurrence. Les gens qui ont du cash vont être privilégiés, puisque forcément, dans les crises, c'est toujours ceux qui ont le plus de pognon qui s'en sortent le mieux, oui. et qui peuvent saisir les opportunités mieux que les autres. Donc ça, c'est certain. Oubliez le 110% sans apport avec 3 ans de différé et, dans une ville de 3000 habitants. Ouais, Ça, oui, ça, ça c'est mort pour les banques. on peut faire le deuil. Voilà, ça c'est mort pour les banques, à moins vraiment d'avoir 0% d'endettement et d'être très très bon en, en pouvoir de conviction auprès de la banque. Ouais. Mais c'est vrai que non, non, je suis d'accord avec toi, 2023 va être un peu difficile. Malgré tout, il y a des opportunités qui vont se présenter, je pense, à tous les investisseurs qui seront sérieux et solides. C'est ce qu'on dit. Et donc, du coup, faut quand même pas lâcher l'affaire et rester alerte sur le sujet. Mais toi, tu le vois, toi, enfin, d'après ce que tu disais tout à l'heure, j'ai l'impression que, je crois l'avoir lu d'ailleurs aussi dans ton livre, je ne sais pas si c'est dans le premier ou dans le deuxième, mais euh, tu disais que tu commençais à t'associer, enfin que tu avais commencé à t'associer depuis quelques temps, alors quelques Ouais, années, je pense, parce que justement, ça commençait à bloquer en termes, j'imagine, d'endettement, d'encours global aussi, parce qu'au bout d'un ouais. moment, il y a trop de pognon sur, enfin trop d'encours sur une même tête, hein. Moi, je vis à peu près la même chose, donc voilà, je pense parler un peu pour tous les deux, mais est-ce que tu peux nous expliquer justement comment tu as structuré tout ça? Tu parlais de SCI, est-ce que tu as des SAS aussi? Comment tu structures tout ça avec tes associés? Alors déjà, je pense pour en revenir avant à la conjoncture, moi je suis toujours d'un naturel optimiste. Euh, pour moi, les taux qui remontent, ça, ça inquiète tellement de monde qu'en fait, oui, voilà, ça va réduire la concurrence.
Après, le nerf de la guerre, c'est vraiment avoir les emprunts et aussi que les vendeurs comprennent que les prix doivent descendre. Et aujourd'hui, on n'est pas encore au moment où, et ça pour moi, réellement, je pense que septembre qui vient sera peut-être, on arrivera peut-être à ce fameux point de bascule où les prix commenceront peut-être à redescendre, même si ça sera pas forcément des mauvais emplacements ou quoi que ce soit, hein, mais c'est que là, avec un taux, alors, après, jusqu'à combien vont monter les taux, ça c'est l'autre débat. Pour moi, ça ne montera pas non plus de façon exponentielle parce que le plus gros endetté, c'est l'État. Donc, je pense Mmh. qu'il risque de sonner la fin de la partie, même si soi-disant ils décident rien. Je pense qu'à un moment, ils vont dire stop parce que eux ne pourront plus payer. Enfin, nous d'ailleurs. Donc, est-ce que ça passera les 4%? Je sais pas. Mais par contre, c'est sûr que l'activité elle va ralentir. D'où les opportunités pour les gens qui savent lever des fonds. Parce que moi aujourd'hui, on me propose une OP, je propose le prix en face par rapport au remboursement. C'est-à-dire, typiquement un bâtiment pro à 1 million, à 1 million, je vais peut-être perdre 1000 euros de potentiel loyer entre un taux à 1% et un taux à 4%. Mais à la limite, je proposerais 900 000 ou 850. Ouais, bah, ouais. Et puis Mmh. si ça passe pas, ça passe pas. C'est aujourd'hui, est-ce que les gens sont prêts à descendre? Mmh. Toi, c'est comme ça que tu vas compenser effectivement ça, oui, oui, c'est ça qui va caler, in fine les prix du marché, hein, finalement, si tout le monde fait comme ça. Ouais, Mmh. voilà. Et je pense que les gens sont pas encore prêts. Alors, dans les zones dynamiques, forcément, les prix vont moins vite baisser. Ça, c'est sûr. Donc, pour la structure, donc oui, moi, j'ai une holding avec mon épouse. Et en fait, via ma holding, euh, je, je fais alors je fais divers investissements. Donc, on a une SCI à l'IS. Ça, c'est un SCI Et familial à vous? voilà, Ouais, voilà. Et après, suivant les cas, j'ai plusieurs SCI avec plusieurs associés différents. OK. Alors, après, c'est suivant les opérations, on y va avec tel et tel associé. Après, il y a des SCI où on a de la trésor. Là, il y en a une où on a vendu un bien parce que on louait et le locataire voulait absolument acheter. On a rentré 150 000 de cash. On l'a laissé dedans. Du coup, avec 150 000, tu relèves 1 million Mmh mh. tout de suite. Donc, une opportunité se propose en face. Euh, Forcément, je la redirige là parce que on a de la trésor qui est prête à faire feu. Donc Bien ça, sûr. c'est voilà. Il est sur plusieurs sociétés. Après, suivant les cas, on oriente d'un côté ou l'autre, mais c'est pas forcément. Il n'y a rien d'écrit à l'avance, quoi. Et tu n'as que des SCI du coup, hein, ou pas de SAS, par exemple, pour qui détiennent de l'immobilier? Non. OK. On a une SC. C'est quoi une SC? Une SC, on va dire, c'est un peu comme une SARL. Enfin, donc on a une SC qui détient plusieurs biens pro. Et en fait, avec une SC, tu peux investir dans des placements financiers. C'est-à-dire que OK. via la SC, on pourra acheter des SCPI ou bon, pour moi, fondamentalement, ça change pas grand-chose. Enfin, nous, le montage, enfin voilà, c'est la holding de départ qui, elle, détient les parts un peu partout. Et à côté, on a ce qu'on parlait, enfin les sujets de tout à l'heure, on va dire à titre perso, mais ça c'est un autre sujet. Mais après, c'est simplement SCI. Euh, Après, on s'est posé la question de faire une SCI par bien. Ouais. Ça, c'est vrai qu'on peut se poser la question et on doit se la poser d'ailleurs au départ. Ouais. Il faudrait, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, ça devient compliqué. Mais il faudrait par rapport à l'IS, mais Ouais, par rapport au taux d'IS, au taux réduit d'IS à 15 ouais, points. Mais franchement, je trouve que honnêtement, moi, je le dis en toute transparence, je trouve que c'est un truc un peu gagne petit. Parce que, quand tu commences à avoir beaucoup de patrimoine avec beaucoup de biens et tu vois, qui régénèrent quand même des loyers sur une SCI,
Franchement, si c'est les 10 points de différence d'IS qui posent un problème sur 30 000 balles, enfin, tu vois, je veux dire, je Ouais. pense que le projet, le sujet, il est pas là. Après, c'est sûr, si tu as effectivement 2-3 biens et que tu optimises à fond 3 SCI plutôt que d'en avoir qu'une, voilà. Mais là, je pense qu'au point où t'en es, à mon avis, je Non, sais pas. nous, c'est une SCI, on va dire, par associé. Ouais, Euh, voilà. le comptable, au départ, nous dit, tiens, ça serait peut-être pas mal. J'ai dit, ouais, mais enfin, c'est qu'on n'en finit plus. Alors, c'est presque drôle, mais j'en ai marre de choisir des noms de SCI. Ouais, Rien que pour c'est ça. vrai que c'est chiant. Non, puis en plus, et tu sais quoi, en plus, tu vas quand même relaisser, je sais pas combien tu payes de comptable, mais bon, peut-être entre 1000 2000 balles par an à un comptable pour la Ouais. tenue des comptes d'une nouvelle SCI. Tu vas repayer une CFE, tu vas repayer enfin, pour le siège, tu vas repayer plein de frais fixes d'une boîte, et in fine, tu vas pas économiser tant que ça, hein, finalement. Bon, après, alors évidemment, le comptable avait calculé que c'était intéressant, mais bon, lui, je pense qu'il avait quand même Ah bah, un petit tic. lui, et lui, il a son intérêt aussi, c'est certain. Mais oui, puis après, moi, j'essaie d'être le plus efficace possible. Hmm. Donc, c'est tellement simple quand il y a déjà une SCI qui existe. T'achètes un bien, t'y vas, elle est là, les comptes sont déjà ouverts, tout est prêt. S'il y a de la trésor, comme je disais tout à l'heure, on y va, on se pose pas de questions. Hmm, hmm, Enfin, hmm, hmm. c'est fait. Et moi, je privilégie ça plus que vraiment l'optimisation à l'euro près. Au final, voilà, ça change rien. Enfin, je pense que quand tu as fini de payer ton crédit, parce qu'en fait, une SCI même nous, tout ce qu'on a, on arrive à générer un peu de trésor, mais on va dire l'apport repart tout de suite dans d'autres projets. Donc, c'est pas demain où je vais payer de l'impôt. Et le jour où je vais payer, c'est que j'aurai revendu le bien. Et là, ça sera plus la question des 15 Du premiers taux mille. réduit, ouais, ouais, c'est Voilà, sûr. Ouais. on n'en sera plus là. Donc, c'est un peu le constat qu'on a. Euh, et au final, maintenant, je fais presque, enfin, on fait tellement ça par réflexe, tous les investissements, que moi, je veux pas me prendre la tête. On fait, je préfère faire que de vraiment tout optimiser et faire chier tout le monde pour recréer un truc et puis si ça. Enfin, voilà, faut faire simple, efficace. Ouais, je suis d'accord avec toi, Adrien. Est-ce que du coup, bon, ces associés, tu disais, ils sont différents. Est-ce que toi, ton rôle, il est aussi différent dans chaque SCI? Alors souvent, on est, pas forcément. Euh, Souvent, on va dire, c'est quand même moi qui va être moteur. Il y a, après, j'ai un associé qui, lui, amène des affaires avec qui je travaille. Donc, lui peut aussi emmener, enfin, on a une SCI où c'est plus lui qui va emmener les affaires. Ok. Euh, mais souvent, c'est moi qui vais être moteur. Après, c'est plus des opportunités d'investissement et surtout c'est pour vraiment lever des fonds. Ouais, ouais, je comprends. Mais Donc, c'est souvent plutôt je des drive, investisseurs passifs, quoi. je préfère driver parce qu'on sait faire et enfin on confie pas forcément le suivi. Moi si tous les astres sont pas alignés, j'y vais pas donc voilà. C'est souvent moi qui trouve ou c'est moi qui vais recevoir le coup de téléphone du truc où il faut se positionner tout de suite. Même souvent, c'est moi qui fais l'offre en mon nom parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir et on réfléchit après, quoi. Donc, euh, après, j'ai des SCI où on gère pas la compta, tout ça, parce que c'est un autre associé qui s'en occupe. Mais fondamentalement, oui, on a à peu près toujours le même rôle dans le truc. C'est moi Ok. qui suis un peu l'instigateur ou c'est moi qui négocie le projet. Ok. Et toi, du coup, comment vous gérez la ventilation du capital? Vous la gérez parce qu'il y en a qui apportent de l'argent, du coup, et qui apportent des fonds propres pour aller lever de la dette. Toi, tu apportes plutôt du temps. Comment vous arrivez à calibrer tout ça? Alors, moi déjà, de principe, ce que je fais, si on est trois, on fait 33% chacun. Peu Je importe mets, qui met quoi en fonds propres? ouais, parce que si on fait un truc tous les deux,
je te file 20% parce que j'ai mis 40 000 balles Hmm. dans la SCI, à un moment donné, tu es inférieur. T'es pas, je pense que il va se passer, il y a un phénomène où on se dit, bah non, moi je suis minoritaire dans le truc, on n'est pas à part égale, enfin voilà. Pour éviter ce ressentiment, je me pose pas de questions à dire, on fait tel et tel pourcentage. En général, je fais vraiment, il y en a où on est 2, 3, 4. Bah, si c'est 4, c'est 25 et c'est C'est tout. équilibré, quoi. Ouais. Je me pose vraiment pas de questions là-dessus. On essaie d'éviter ça vraiment tout de suite. Après, celui qui apporte des fonds, c'est celui qui était incapable de trouver une affaire. Hmm. Donc, lui, il apporte des fonds en disant, bah voilà, c'est ma contribution. Après, c'est pas la peine de compter sur moi pour le reste. Ouais. Donc, je pense que ceux qui emmènent des fonds sont contents de le faire parce que ils n'auraient jamais pu avoir accès à ce type d'affaires. Donc, quand c'est comme ça, ça roule. Après, le sujet du moment, c'est comme on gère pas mal de choses et que c'est ma femme, on va dire, qui est un peu à la gestion quotidienne. C'est est-ce qu'il faut qu'on facture quelque chose ou comment on fait? Parce qu'on a un temps fou à passer. Enfin, on y passe du temps parce qu'on gère vraiment au quotidien le truc. Enfin, on prend pas d'agence pour gérer parce que pour moi, euh, on sait mieux le faire. C'est des gros investissements, donc un locataire qui te lâche 70 000 par an, tu peux pas enfin, faut le soigner ou s'il appelle, faut s'en occuper tout de suite. Mais c'est un peu compliqué à calculer combien de temps passer, est-ce qu'il faut prendre un pourcentage. Enfin, voilà, je suis en train de réfléchir à ça en ce moment. Euh, et d'ailleurs, toi, sur ton agence, je sais pas comment vous gérez ces sujets-là ou quelle est l'approche, toi, quand tu as un investisseur qui veut que tu lui fasses du clé en main, toi, comment tu vois les choses? Comment tu fais? Alors, nous, il y a plusieurs prestats de services en fait sur les investisseurs, hein. C'est vrai qu'un investisseur qui vient nous voir et qui veut un truc clé en main, bah, nous, on va s'occuper absolument de tout, mais on va lui facturer les honoraires. Donc finalement, lui, il va nous payer en honoraires et nous, ça nous permet d'être complètement objectif par rapport à son projet, tu vois? Parce que je sais pas, admettons, je prends un exemple. J'ai un client. Alors nous, on fait toute une analyse déjà pré-patrimoniale hein, quand même avec le client, etc. On va assez loin comme un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine pour y aller. Ouais, Donc on fait une bonne introspection de ses finances personnelles, son rapport à l'argent, etc. Et à partir de là, on va définir un horizon d'investissement et des objectifs d'investissement qui vraiment correspondent à lui, à son couple éventuellement, à sa famille, etc. Et à partir de là, on a défini des hypothèses d'investissement avec des rendements plus ou moins différents ou une rentabilité à moyen long terme différente selon les objectifs. Et puis, on va se mettre en chasse d'un bien et on va gérer les travaux s'il y a des travaux à gérer, donc mettre en concurrence les artisans éventuellement, enfin toujours même, et puis aller jusqu'à l'ameublement et la déco pour lui livrer vraiment le truc clé en main. Et après, on propose aussi évidemment de la gestion locative qu'on fait à la manière d'un investisseur et pas à la manière d'une agence oui, traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de gérer des locataires pour nous. On a l'habitude aussi que les locataires nous contactent le week-end et le soir. Donc, si tu veux, on n'a pas une hotline qui est ouverte de 10h à 17h et fermée entre midi et 2. Voilà, oui. c'est pas voilà, c'est pas l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est euh, proposons des services dont on se servirait nous-mêmes, quoi. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais fait gérer, pour être très franc, j'ai jamais fait gérer des biens locatifs qui nous appartenaient à des tiers, parce que comme toi, je trouve qu'il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée. Par contre, il y a des gens qui sont quand même obligés de le faire, ceux qui habitent notamment loin, qui Oui. n'habitent pas sur place. Et pour eux, ben nous, aujourd'hui, on veut proposer cette offre de gestion locative qui correspond à quelque chose qui est attendu par des investisseurs et qui apporte vraiment une vraie valeur, quoi. Parce que si c'est juste pour transférer des appels ou dire ben, votre locataire il veut que vous fassiez ça, bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Voilà. Euh, Moi aujourd'hui, oui, je pense de ce que moi je vois, pour un pourcentage de 4-5%,
envoyer les loyers et envoyer une boîte plein pot quand il y a des travaux à faire. Mm, Pour moi, vraiment, c'est du pognon foutu en l'air. Et même, je pense, le rendu vis-à-vis du locataire, il est nul. Euh, ça me paraît. C'est juste être un passe-plat, en fait, tu vois. Voilà. Et c'est tout. Y a pas, y a rien, y a rien. Et pour moi, les emmerdes, je pense, avec ce type de gestion-là, quand il y en a une, c'est le proprio qui est obligé de la gérer. Mm. Le ponctuellement, il va gérer, mais enfin, ça, voilà. Donc moi, je préfère qu'on gère nous. Bon, déjà, on fait quand même un gain, et c'est vraiment géré au quotidien. Enfin, les gens ont quelqu'un, s'il faut réagir, on réagit, mais euh, on sait bouger quand faut bouger, et en fait, faut qu'on puisse croiser tout le monde dans la rue. Ça, c'est Exactement, aussi, voilà. exactement. Ah, mais ça, là, tu prêches un convaincu. Pensons toujours long terme. En fait, tu te rends compte dans la vie, mais quand tu avances dans la vie, évidemment, quand tu as 20 ans, tu t'en rends moins compte. Quand tu avances dans la vie, souvent, tu te rends compte que tu revois des personnes que tu n'as pas vues depuis 10 ans, 15 ans, etc., qui aujourd'hui peuvent t'apporter des choses, ou toi, tu peux leur apporter des choses. Tu n'avais même pas idée, il y a 10 ans auparavant, que ça pouvait être le cas, quoi. Et ça, Ouais, franchement, voilà. Et si tu as déconné 10 ans auparavant, le mec, il s'en souvient 10 ans après. Et ouais, pas que lui, tout son entourage aussi à qui il a raconté l'histoire, etc. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Il faut être intègre, honnête avec les gens, quitte à louper des affaires, quitte à gagner moins d'argent à court terme, quitte à faire des concessions. Mais putain, ouais, c'est clair que c'est quand même le long terme, c'est la base du business, quoi. Là, j'ai acheté un bien il y a 4 5 mois. C'était une agence immobilière, enfin une agent immo qui était proprio du bien, à qui j'avais acheté quelque chose il y a 10 ans. Ah ouais, On était trois quatre sur le truc. J'ai dit, mais on s'est déjà vu quelque part. Ah oui, 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 attends, telle maison et tout. J'ai dit, bah, est-ce que tu te souviens d'une emmerde avec moi? Bah non. Bon bah voilà. voilà. C'est pour Allez. moi alors. Bon allez, c'est bon. Et en fait, ça s'est fait comme ça en se tapant dans la main, mais Ouais, ouais, euh, elle me dit bah oui, je me souviens, ça avait été carré, vous avez tenu parole, et je crois que j'avais acheté le bien sans le visiter. ouais, Tellement c'était pas cher, j'ai dit je te fais une offre au prix et je viens visiter après si t'es pas. Elle m'a dit mais c'est fou. J'ai dit mais je viens, ok, c'est bon, on y va. Et ça l'avait un peu marqué, et j'ai réussi à avoir le bien parce que j'étais fiable. Et en fait, moi, tout mon fondement, c'est 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 la fiabilité. Si je donne parole, je ne reviens jamais dessus. C'est ouais, ouais. jamais arrivé. Même si des fois, bah, ça peut te porter plus préjudice et que des fois, tu as envie de le faire, hein, mais parce que c'est plus avantageux pour toi, mais au final, bah, tu tiens bon et effectivement, je pense que ça paye. Ça paye pas tout de suite, mais ça paye plus tard. J'ai une anecdote pro qui là se retrouve année après année. Quand j'étais tout jeune, je bossais le week-end dans on va dire, des abattoirs. J'avais fait une résine de sol et je m'étais planté. C'était pas assez antidérapant. Le lundi, les mecs arrivent pour bosser dedans, ça glisse, genre 3 chutes avant 10 heures du mat. Oh putain. Le client m'appelle, viens voir, ça glisse. J'arrive, je me casse la gueule. Je dis bon, euh, effectivement, c'est sûr, t'as raison. Je dis je reviens le week-end prochain, je refais. Il me dit mais attends, il y en a pour une blinde, mais à l'époque on a été une toute petite boîte. Je dis mais c'est une question de principe. J'ai tort. Ouais. Point. Je reviens même pas sur le sujet. Je viens, je refais. Point barre. Ouais. Depuis cette boîte-là, les locaux, avant, ça faisait peut-être 500-600 mètres carrés, là, ça doit faire 15 000. Tout ce qu'ils font depuis cette année-là, c'est moi Avec qui toi. fais tout. Ouais, ouais. Tout le monde est dessus en disant, bah tiens, il y a un chantier qui sort là-bas. Je dis, alors, ça me fait rire, parce que je sais que c'est moi qui vais le faire. Et le mec, c'est toujours le même gars qui a la négo, il dit, bah, eux, quand ça foire, ils refont. Ouais, bah ouais. Donc, voilà. Et en fait, faut tenir parole. Enfin, faut être réglo. Même les locataires, ça arrive qu'il y a des merdes. Ben, d'avance, on va dire, attends, ce mois-ci, on te donne ton loyer. S'il faut, là, on a une chaudière qui est tombée en panne pendant les vacances de Noël, donc ça a été compliqué parce que pour dépanner en plein congé, le locataire était pas là. Enfin, il dit, attends,
ce mois-ci, laisse tomber. Mais les, au prochain changement de locataire, en fait, les bons biens se passent de copain en copain. Ils vont dire, bah tiens, on a directement quelqu'un à proposer, on n'aura même pas forcément besoin de faire visiter. Enfin, voilà, c'est toute cette spirale-là qu'il faut réussir à mettre en place, et c'est très compliqué. Enfin, ça se fait sur des années, quoi. Bah, ça se fait sur des années parce qu'en fait, tu ne le prouves que par justement le temps et ta capacité justement à être comme tu es sur une durée assez longue. Parce que c'est facile de l'être pendant une soirée, mais c'est très difficile de l'être sur des années. Et effectivement, c'est le temps qui aide à ça. Donc, bah, c'est super d'échanger avec des gens qui ont de l'expérience comme toi, justement, pour qui nous prouvent qu'effectivement, faire ce genre de concessions, faire ce genre d'efforts, savoir dire non, mais tout en étant aussi ouvert à justement dire oui, j'accepte, j'ai déconné, je refais. Bah, franchement, ça nous prouve que ça ne peut être que bénéfique que pour le business ou l'immobilier, quoi. Ça, c'est chouette. Après, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même je pense qu'aujourd'hui, les jeunes investisseurs ont un peu une vision faussée. Euh, En fait, l'immobilier, le problème, c'est que c'est long. Euh, Faudrait le mettre en place le plus tôt possible, mais après, c'est vraiment des temps longs, ou alors faudrait faire plusieurs investissements et faire un arbitrage. Enfin, avant vraiment d'en vivre, c'est vraiment des grandes durées. Après, on crée de l'argent en mettant juste un apport, ou même on a fait X emprunts sans apport. Enfin, donc c'est énorme en enrichissement. Enfin, aujourd'hui, il n'y a pas d'autres méthodes aussi impressionnantes, mais ça peut pas se faire en 6 mois, quoi. Il y a pas. Ou alors faut faire de la LCD. Ouais, et encore, et encore, et encore. Ça reste une stratégie court terme parce que les législations peuvent évoluer. Enfin voilà, tu vois. Nous à Toulouse, par exemple, là, ils sont en train de mettre en place la loi de compensation. Donc, va aller acheter un local commercial en centre-ville de Toulouse pour le transformer en habitation. T'as compris? Enfin, tu vois, Ouais, c'est pour compenser un truc sur de la courte durée où tu vas en plus laisser du pognon à une conciergerie. Donc finalement, la rentabilité, enfin le rendement, in fine, il n'est pas si exceptionnel que ça. Enfin, tu vois, ça, je pense, ça. Voilà, la LCD, j'en reviens aussi parce que franchement, enfin moi on en a 6 en LCD là actuellement. Tu vois, je me dis bon, je sais pas si combien de temps ça va durer en fait. J'en profite ah tant que je oui, peux profiter, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Et si ça dure pas, il faut que ce 6 là, il soit quand même viable en location longue durée. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi. C'est pas ce que tu disais, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'investisseurs aussi qui se voilent un peu la face, tu vois, sur les rendements avec ça et qui achètent des biens parce que c'est rentable en courte durée. Mais ça ne l'est pas du tout en longue durée, oui, finalement. Et c'est là où ils peuvent quand même se planter parce que ça peut faire très très mal. Hein, parce que la différence, pour le coup, effectivement, entre une longue durée, un rendement longue durée et un rendement courte durée, il est quand même assez important sur le papier. oui, Donc c'est oui. vrai que quand tu perds ce gap, ça peut faire très très mal si tu es un peu ric-rac au niveau de ta trésor, quoi. Ouais, et puis, alors moi, LCD, en fait, comme j'ai pas forcément de temps, j'en ai pas, alors j'ai qu'un seul bien, mais c'était un truc un peu bizarre. C'est dans un truc touristique où il y avait des logements qui étaient faits. Donc en fait, j'ai 6 appartements LCD, mais qui sont vraiment gérés directement par le Ouais, l'exploitant centre de. touristique. Ouais, Voilà. ouais. Mm. Mais autrement, j'en ai pas parce qu'en fait, on manque de temps. Moi, j'ai toujours plus privilégié, on va dire, l'accumulation que de prendre un bien et essayer de l'optimiser au max. Ouais, c'est vrai. Moi, j'étais un peu comme ça aussi, ouais, c'est vrai. Mais là, tu vois, je suis en train de me dire que je vais peut-être prendre le temps en 2023 de me pencher bien par bien et de voir là où je pourrais aller, tu vois, un peu ajuster les curseurs. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que finalement, quand tu démultiplies, bah, tu peux faire des économies d'échelle quand même hein, sur certains trucs, Ouais, tu vois. Et effectivement, pareil que toi, moi, j'étais un boulimique de l'acquisition. Donc, on y va, on y va, on y va, on y va. Et là, je me dis, bon, peut-être passe un peu de temps quand même à optimiser, tu vois. Tirer une corde par là, une corde par là, un truc, faire sauter, renégocier un truc, tu vois, augmenter ton loyer de 5 balles par là, puis 6 balles. Moi, par exemple, les augmentations de loyer, je les fais quasiment jamais, tu vois. ouais, Donc, c'est un tort, peut-être, mais en ouais. fait, je préfère garder mon locataire, pas avoir cette discussion avec lui, me dire, voilà, ça tourne, j'en ai pas besoin de toute façon, donc voilà, on y va. Mais finalement, je suis con, parce que ça, plus ça, plus ça, plus ça, tu vois, je pourrais payer des bons restos avec.
Je m'attendais pas à te dire ça, mais oui, t'es con. Euh, En fait, alors nous, on n'augmentait jamais. Euh, et un jour, ma femme elle me dit, mais attends, eh, quand il y a un problème, les gens appellent, on y Mm, est, on mm, s'en occupe. mm. T'as un service, allez, on augmente à date anniversaire à chaque fois. Il n'y a jamais personne qui dit quoi que ce soit. Et mine de rien, mais c'est sur le tout, c'est énorme. Ah ouais. Enfin, c'est, c'est, c'est 5 balles, 10 balles, 20 balles. Mais ça y va. Et en fait, tu as aussi tes assurances qui augmentent. Mais on compense en augmentant les loyers largement ça. Mais là, depuis 2 ans, on a reviré de bord là-dessus. Mais euh, franchement, j'en ai pas un. Alors, il y avait un logement qu'on avait acheté avec locataire en place où il y avait trop de charges. On a augmenté et le locataire a dit bah, faites-moi l'état des charges. Enfin, on a été obligé de diminuer, on a été un peu perdant, mais on voyait le truc venir. Mais allez, en 2, 3 ans, on a régulé ça. Et mais sur le lot global, euh, franchement, fais-le et personne dit rien. Mais il faut être réglo. J'en doute pas, mais c'est pour ça qu'il faut que je m'y penche. Des fois, je laisse passer trop de trucs. C'est comme au départ, enfin, il y a quelques années, là, tu vois, les états des lieux, tout ça, j'étais pas du tout regardant. J'étais franchement, trop flex là-dessus et tout ça. Maintenant, je pardonne plus rien, mais absolument plus rien. Tu vois, je me dis, on me l'a trop fait à l'envers, quoi. Voilà, donc maintenant, j'hésite pas du tout à ponctionner la caution, à même en demander au-delà de la caution quand c'est nécessaire et tout. Je les lâche pas, quoi. Voilà. Ouais, mais après, oui, justement, c'est l'optimisation bout par bout. C'est vrai que 5 euros, on se dit, bon, Ouais. c'est que dalle. Mm. Mais au final, là, avec l'inflation, c'est des augmentes alors, qui sont plafonnées, mais 3,5. Là, on a une maison qu'on vient de réactualiser, qu'on loue 1 500. Ça te fait 40 balles. Ouais. Ouais, 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 c'est clair. C'est Mais clair. l'année prochaine, tu réaugmentes les fameux intérêts composés, tu réaugmenteras peut-être de 3,5 les 40. Donc, Ouais, enfin, ouais. donc ça, oui, nous, on s'est mis à le faire et on- j'avais ton approche et là, maintenant, c'est sûr qu'on reviendra pas en arrière, on continue de le faire. Bon, compte sur moi, je prends mes engagements, je vais le faire. Tu me diras, tu fais le calcul, tu me diras combien tu as Je gagné. vais le faire. Bon, après, j'avoue, j'ai beaucoup de logements meublés, principalement d'ailleurs, et du coup, ça tourne quand même souvent. Donc finalement, mon loyer, il augmente. C'est difficile de faire ça à chaque changement de locataire, parce que sinon, au bout d'un moment, parce que nous, on loue déjà très cher. Donc si Oui, tu veux, tu passes vite en dehors du marché, quoi, quand tu fais ça trop en dehors. Donc quand le locataire il est dedans, bah, tu peux le faire parce que lui, il fait pas trop la comparaison avec le marché. Par contre, quand c'est une annonce qui est sur le Bon Coin, c'est un peu plus difficile, tu vois, de le faire à chaque fois. Donc c'est vrai que j'ai jamais. Enfin, en fait, moi, c'est très rare qu'un locataire il reste plus de 2 ans, tu vois. Donc c'est vrai que, bon, au pire, oui, je l'aurais augmenté une fois, mais après, est-ce que je vais remettre quand même le loyer à ce prix-là? Je sais pas, parce que le marché, lui, il aura pas pricé tout ça, en fait, sur les nouvelles annonces ouais. sur le Bon Coin, tu vois? Donc c'est toujours délicat de trouver l'équilibre, en fait. Et puis ça te fait des loyers un peu bâtards, en plus, tu vois? C'est un peu, des virgules machin et tout, donc sur le Bon Coin, c'est pas très propre. Donc soit tu arrondis au-dessus, soit tu arrondis au-dessous, quoi. Mes parents ont un locataire depuis plus de 30 ans. 30 ans, putain. Ah Ça, ouais, c'est beau. ça, c'est Ils ont bien, hein. déjà revendu le bien à eux-mêmes 2 fois. Ah ouais. Bon, ça, c'est l'anecdote, mais c'est impressionnant. Ah ouais. Moi, j'avais aidé mon père à finir le logement, mais le locataire est dedans depuis 30 ans parce il y avait un garage et il avait voulu stocker des trucs dedans. Ah ouais. Donc, il y a toujours les trucs dedans. Je crois que je sais pas s'il a réouvert le garage depuis qu'il est arrivé, le locataire, je sais pas ce qu'il a fait. Mais en fait, il bouge pas parce qu'il a du stock dans le garage et il est dans la baraque depuis 30 ans. Royal, Donc royal, ça c'est beau, ça c'est de la belle anecdote qui royal. va bien ça. Ouais. Bon, Qui fait du bien. par contre, tu sais que tu peux refaire toute la maison quand tu pars. Mais Non, parce que le non? mec il bricole, il fait des Ah ouais? travaux en plus. Ah putain.
Bon, je pense qu'il va falloir quand même Ouais. changer le carrelage, hein, parce qu'à Non, mon mais avis, au ça va un pire, peu dépassé. 30 ans, s'il faut, voilà, Ouais, tu refais tout, ouais, c'est voilà. ouais. Mais quand même, il y a moi, j'ai plusieurs biens. Alors, je pense qu'en nu, tu as sûrement, des locations plus longue durée. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai des gens qui sont dans les maisons depuis 10 12 ans, hein. Donc quand même, tu te dis: «Eh, c'est, et les gens, enfin, on a de bonnes relations, c'est leur maison, quoi. Putain, C'est ils t'ont payé la moitié du crédit sur 20 ans, quoi. La moitié et du capital sur 20 ans. quand tu le croises, elle dit: «Ah ben, un jour, je vais l'acheter, hein». Je fais: «Ouais, mais on en rediscute quand tu veux». Et en fait, les gens, il y a une catégorie de gens qui n'achèteront jamais, et est-ce que c'est bien ou pas bien? Enfin, peu importe, c'est pas Ouais. le mec investit peut-être dans autre chose, enfin, peu importe. Mmh mh. Mais à chaque fois, c'est souvent le locataire est toujours un peu revanchard envers le propriétaire en disant: «Je vais l'acheter un jour». Eh, si un jour tu veux, franchement, enfin, le mec qui a passé 10 12 ans dedans, s'il proposait un prix correct, à la limite, enfin, on serait pas vache parce que, enfin, Ouais. si ça pouvait les permettre d'aider à être propriétaire, pourquoi pas? Enfin, c'est rigolo, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui restent quand même très longtemps, hein. Ouais, ouais, non, mais j'en doute pas, hein, c'est clair, sur des maisons, sur du nu, c'est sûr que ça s'y prête beaucoup plus, quoi. Ouais, bon. Ouais, ouais, Bon, Adrien, ça fait, un peu plus d'une heure. Est-ce que j'ai envie que tu nous parles quand même de tes 2 bouquins. ouais. Donc le 1er bouquin, il date de quand? 2019, c'est ça? Alors 2018, 2018. et là je suis en train de le remodifier parce qu'en fait il y a des choses qui ont changé depuis. Donc là l'éditeur m'a recontacté il y a 6 mois pour me dire attends, faut le remettre au goût du jour. Donc je pense qu'en septembre de cette année, il va ressortir réactualisé. OK. Il y avait surtout, enfin il y avait quelques trucs dont notamment euh, j'expliquais tout un montage en faisant du Pinel, en construisant soi-même. Oui, ça c'est Euh, plus effectivement, c'est plus possible. voilà, ce qui aujourd'hui est plus possible. Enfin, j'ai réactualisé pas mal de choses parce que j'ai changé ma vision aussi en 4 ans, quoi. Donc, mais ça c'était, enfin, le premier livre, c'était un peu un défi parce que j'étais pas un, quelqu'un de scolaire ou de, donc c'était vraiment rigolo de se dire un jour, tiens, je vais écrire un livre. Donc moi, je suis rentré un soir, mais je pense que c'était dans la période où j'étais un peu dans le marasme avec le cash squeeze, avec la banque qui m'avait un peu freiné. Et j'ai dit à ma femme, faut que ça arrive à personne d'autre. J'écris un livre. Et Ouais. ma femme me dit, oh là là, attends, c'est quoi encore le truc? Donc bon, j'avais senti que j'étais un peu tout seul sur le dossier. Donc j'avais écrit ça tous les soirs, un peu sur mon téléphone, dans les toilettes, Ah avant de ouais, prendre la douche. ah ouais. Et j'ai rien dit. Fin juillet, avant de partir en vacances, j'avais envoyé ça chez Maxima en disant, bah, regardez, mais j'ai envoyé un truc, un torche-cul. Ouais, ouais. C'est genre Ouais, un SMS, si tu l'as fait dans les toilettes, c'est normal, voilà, hein. un SMS de 100 pages. Ouais, Tiens, ouais, bon, ouais, et les mecs m'avaient rappelé, ah bah, on sent que c'est du vécu, go. ouais, Et après, je me suis vraiment pris en disant, mais attends, là, je dois de l'argent, non, 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 on vous l'édite, pas de problème. Et en fait, après, je me suis professionnalisé un peu en disant, attends, faut que je finisse le truc et que je le sorte. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et le premier livre, ça raconte plus mon parcours, mon démarrage. Je parle un peu de déficit foncier. On va dire, c'est un peu plus général, ou c'est comment commencer à investir, on va dire. et le titre, c'est «Comment gagner 100 000 € par an grâce à l'immobilier». Voilà. Euh, et le deuxième, dont tu es aussi participant. Oui, j'ai écrit dans ce euh, livre, c'est vrai. Tu m'as sollicité et j'étais ravi d'écrire, quelques pages sur une anecdote. et en fait, c'est un peu des anecdotes immobilières et leur moralité. Ouais, Ça veut dire, j'ai essayé de reprendre plein de cas différents, mais là, enfin, sur une vie d'investisseur, il en arrive vraiment des choses où on se dit, mais attends, là, je suis dans la merde et finalement, il y a toujours une solution ou pas, ou comment s'en sortir. ouais, Et donc là, j'ai vraiment repris
toute une partie de ce qui m'est arrivé, mais j'ai pris les pires cas possibles. Donc là, ça vend pas du rêve pour moi. Et surtout, ben voilà, qu'est-ce qui arrive, quelle décision a été prise et comment le truc s'est fini. Donc ça, c'était vraiment, enfin, je pense intéressant parce que ça me permet de réfléchir à toutes mes stratégies. Ce qui, c'est aussi, c'est pas le fait d'écrire le livre, c'est qu'en même temps, je me dis, mais attends, mais là, ça, c'était vraiment bien, faut qu'on actionne là-dessus. Enfin, voilà, ça permet de se réviser ses objectifs, de se réviser ses objectifs. Donc, celui-là, j'ai mis plus de temps. Le confinement m'a aidé un peu Ouais. parce que j'avais démarré, mais j'avais pas trop de temps. Et en fait, je suis resté 3 semaines. J'ai pas arrêté longtemps, mais je suis resté 3 semaines à la maison et tous les matins, je m'y mettais un peu parce que toi, je sais pas combien d'heures t'as passé pour écrire ton livre, mais Ça prend du temps. Moi, je l'ai fait pendant le confinement aussi pour éviter de tourner en rond le week-end. Et je pense que c'est 300-400 heures. alors moi, je pense que j'ai mis moins parce que j'adore écrire. Et du coup, c'est vrai que pour moi, c'était ouais, c'était je l'ai non, franchement, j'ai passé beaucoup moins de temps que ça, je pense. Mais j'ai passé peut-être plus de temps à le relire qu'à l'écrire. Ah oui, bah en fait, tu relis. Ah ouais, parce que putain, tu le relis, tu le relis, tu le relis, tu le relis, puis il y a toujours en plus, moi, je suis un maniaque de la langue française. Du coup, tu as toujours une putain de faute qui traîne, et même quand tu l'as édité, tu as encore un truc qui traîne que tu pas vu alors que tu l'as relu 15 fois et que tu l'as fait relire à 10 000 personnes. Il faut trouver. Moi, j'ai toujours. Enfin, en fait, on a des processus, mais moi, j'ai à chaque fois, en fait, je commence à écrire, mais presque la première demi-heure, et au bout d'une demi-heure, j'ai non, ça va pas. Presque, je réeffaçais tout, et après, Ah ouais. c'était parti. Et c'était pour le deuxième. Je suis parti à Chicago, et je dis à ma femme, on se connaît plus. 10 heures. Je crois qu'il y avait 10 heures ou 9 ou 10 heures de vol. Ouais. 10 heures, mais il y avait un mec qui était assis à côté de moi, il dit, mais vous allez bien? Ah ouais. Ouais. Là, je viens de foutre en l'air ma première demi-heure comme d'hab. Maintenant, j'ai 10 heures pour envoyer. Ah Le, ouais, le mec, il a pas lâché jusqu'à l'atterrissage. Tu finis. Et là, mais quand je suis lancé, en fait, là, on pourrait parler 10 heures, quoi. Enfin, ah ouais, c'est c'est vrai c'est- ça. c'est- c'est tellement une passion que. Mais il faut trouver du temps. C'est ça le plus compliqué. Exactement, exactement. Et ça permet de réfléchir aux stratégies. Et ce deuxième livre, il s'appelle Comment gagner grâce à l'immobilier locatif. Voilà. C'est ça. Ouais. Et donc vous trouverez effectivement des anecdotes dont parlait Adrien, puis vous trouverez aussi des anecdotes de Alison Junglin, de mémoire, de Nicolas Oui. Moalik, qui est passé d'ailleurs sur le podcast au tout début, donc dans les premiers épisodes, vous pourrez le retrouver. On avait fait un épisode sympa sur la retraite silencieuse et la colocation. Alison aussi, j'ai reçu sur le podcast il y a quelques semaines, donc vous pouvez, je ne sais plus le numéro de l'épisode, mais vous pouvez la retrouver. Qui avait écrit aussi dans ton Gilles livre? Grimm. Gilles Grimm, le père fondateur de l'immobilier en France. Voilà, qui est quand même un personnage. Je l'ai eu au téléphone. Là, faut être prêt. Hein, Ouais, non, non, mais en même temps, ça reflète le bonhomme. ouais, ouais, Hyper carré. Ok, ça. Enfin, voilà. ouais, Je pense c'est qu'en vrai. affaires, je sais plus, j'ai regardé une vidéo de lui l'autre jour sur YouTube où il achète un appart en direct. Ça m'a vraiment rappelé le coup de téléphone que Ah j'ai eu oui, je avec l'ai lui, vu quoi. cette vidéo. Oh, Je l'ai vu cette vidéo. l'agent immobilier se fait violer, quoi. Ouais, ouais, Le chèque, tu le prends, il est dans ta main, on est d'accord? Allez, go, ouais, vas-y. ouais. Ouais, c'est clair. Euh, non, mais c'est aussi, je pense, entre investisseurs, enfin moi ça m'a voilà d'être en contact avec toi, même Alison, Maud et Laurent, Ah Gilles oui, Maud Grimm, et enfin Laurent avaient écrit aussi, ouais. voilà. Et ça nourrit aussi. Moi j'ai toujours besoin de challenge et ça pour moi c'est aussi intéressant. Bon, de toute façon, tu devais venir à Toulouse, hein. On devait enregistrer cet épisode pendant les vacances, mais Ouais, tu pas venu, donc du coup, on le fait à distance. Mais il faut que tu viennes à Toulouse, qu'on se voit, pour qu'on se voit et qu'on essaie de voir effectivement ce qu'on peut faire ensemble aussi sur Toulouse ou ouais, sur Nantes d'ailleurs, hein. ouais, pas de Voilà. souci, Bon, pas ça de marche. problème.
Bon, en tout cas, merci beaucoup Adrien pour tous ces échanges. C'était très chouette. Je pense que c'est un des épisodes les plus longs que j'ai fait. Et puis on aurait pu encore, comme tu dis, en parler 10 heures, mais on est obligé d'arrêter. C'est, Désolé, hein. Non, mais après, c'est l'avantage aussi d'avoir des invités qui ont pas mal de vécu et d'expérience. Donc, je vous invite quand même à lire, évidemment, même si vous avez écouté l'épisode. Et que vous connaissez maintenant presque toute la vie d'Adrien, mais lisez ses bouquins. Sont vraiment intéressants. Puis si vous appréciez vraiment ce que je peux faire moi, partager ma vision des choses, de l'investissement, vous devriez aimer celle d'Adrien qui vraiment est en phase avec la mienne, même si on a des parcours qui sont totalement différents et des façons d'investir qui sont aussi différentes. Mais en tout cas, l'objectif à terme est souvent le même. Et donc, on voit qu'on peut y arriver de différentes manières. Que ce soit à Nantes, à Toulouse, à Paris, enfin à Paris c'est plus compliqué, mais peu importe, en tout cas, peu importe où on se trouve. Fiabilité. Ouais, exactement. Fiabilité et passion. Voilà, passion, fiabilité, intégrité, c'est important, rester intègre, rester sincère, honnête, voilà, et tout se passera bien. Je vous remercie encore à tous d'être à l'écoute. On est de plus en plus nombreux sur le podcast, donc c'est très chouette. On est encore très très loin de mes autres amis podcasteurs en termes d'écoute, hein. On est très loin de Paco que je salue, de Jérémy, on est très loin encore plus loin de Mathieu Stéphanie, mais on n'en démord pas, on arrivera peut-être à leur genou, allez, soyons ambitieux, sur 2023. Donc tout ça, c'est grâce à vous en tout cas, et pas grâce à moi. Donc merci de continuer de partager tout ça et de laisser des avis un peu partout. Adrien, merci encore à toi. Bonne Grand année merci. 2023. On va se croiser sur Toulouse. Tu vas venir nous voir. Pas de Et puis souci. si tu viens pas, je viendrai te voir à Nantes. Voilà. Ouais, je t'accueillerai avec plaisir. Allez, à bientôt. Salut. Ciao, À ciao. bientôt. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.